Merci donc à tous les intervenants. Je vais parler du juge administratif, interprète de la Constitution. L'interprétation de la norme juridique constitue l'activité la plus courante du juge. La pratique suivie en la matière est à ce point naturelle qu'elle apparaît dépourvue d'aspérité et de mystère. Étant une signification particulière, la norme juridique doit être établie, connue et saisie, et ce au moyen d'une opération mentale qu'est l'interprétation. Liminairement, il est indispensable d'apporter des précisions sur l'étendue de notre propos et la problématique qui le sous-tend. On constate tout d'abord qu'il n'y a pas unanimité entre notions d'interprétation appliquées par le juge et la portée donnée à ce concept par une partie de la doctrine. Deux théories s'opposent, et d'ailleurs, le professeur Slim Larmeni ainsi que mon ami Salwa l'a exposé d'une manière pertinente. Donc, la doctrine distingue entre deux théories qui s'opposent. Selon la première, l'interprétation est une fonction de la connaissance. Il n'y a matière à interprétation d'un texte que si celui-ci n'est pas clair. L'interprétation, dans cette perspective, est liée à l'existence d'une difficulté, d'une pathologie du texte, comme l'a dit le professeur Slim Larmeni. C'est-à-dire lorsque la norme est ambiguë ou lorsqu'elle est obscure. Sinon, il y a application pure et simple d'un texte, d'où le principe interpretatio cessa in claris. Selon la seconde, dite réaliste, l'interprétation est une fonction de la volonté. Si cette deuxième est exacte, l'interprète dispose d'un pouvoir considérable puisque c'est lui qui produit la norme qu'il est censé appliquer. Nous nous rallions volontiers à la définition de Michel Tropper, selon laquelle l'interprétation est l'opération par laquelle on attribue une signification à un texte, tout en soulignant cependant que plus une norme est précise et adaptée à son objet, et plus sa signification s'impose avec la force de l'évidence dès son énoncé. L'intitulé du sujet recèle ensuite une autre ambiguïté qu'il convient également de dissiper. Il s'agit de la norme à interpréter et la compétence du juge administratif à interpréter la norme suprême, qui est la Constitution. En effet, la Constitution définit formellement comme étant l'ensemble des règles établies par le pouvoir constituant selon une procédure spécifique et dans la hiérarchie des normes, la norme suprême. Et sa suprématie doit être garantie par un organe chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois. Le juge administratif, dont la création a été annoncée par la Constitution du 1er juin 1959 comme composante du Conseil de l'État, puis hissé au rang de la justice administrative par l'article 116 de la Constitution du 27 janvier 2014, est compétent pour connaître de l'excès du pouvoir de l'administration et des litiges administratifs. Donc, en tant que juge de la légalité, le juge administratif fait application de toutes les règles de droit en vigueur, dont la Constitution, et on sanctionne une éventuelle violation par l'autorité administrative. Son objectif étant d'assurer la suprématie effective de la loi fondamentale dans l'ordre juridique interne et, partant, de contribuer au respect de la hiérarchie des normes. La technique de l'interprétation conforme a permis au juge administratif de contrôler la conformité des actes administratifs à la Constitution et, par conséquent, de garantir la protection d'un ensemble de principes, de droits et de libertés, dont notamment le principe de l'égalité, la liberté de choisir son lieu de résidence et de circuler à l'intérieur du territoire, le droit de le quitter, et ce, en se fondant sur les articles 24 et 49 de la Constitution. Ont été également consacrées la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de conscience. De plus, l'interprétation du préambule de la Constitution a permis aux juges de reconnaître la catégorie des droits permanents, tels que le droit à l'éducation, le droit au travail et le droit à la santé. Également, le juge administratif, en se conformant à la Constitution, donc, il a pu garantir le droit de voter et de se porter candidat aux élections. Il a pu protéger également la liberté de constituer des associations, la fameuse affaire de Jamaïat el-Behéi. Il s'est en outre référé à l'article 36 pour garantir le droit syndical, y compris le droit de grève. Selon une logique similaire, le juge administratif a également imposé le respect des articles 14 et 132 de la Constitution afin de mettre en œuvre le principe de la libre administration des collectivités locales.
En outre, chaque fois qu'il y a une correspondance entre un principe reconnu par la Constitution et un principe général du droit, le juge administratif s'inspire directement du principe constitutionnel pour l'interprétation et l'application de ce dernier. Dès lors, le juge administratif met pleinement en œuvre la supériorité de la Constitution sur la loi en recourant à la technique de l'interprétation conforme. Néanmoins, c'est à travers un autre prisme que nous nous proposons d'entreprendre ce sujet, celui de l'interprétation que fait le juge administratif de la Constitution en présence de la loi, c'est-à-dire lorsqu'une loi s'interpose entre le texte fondamental, la Constitution, et l'acte administratif. Dans ce cas, la loi constitue pour le juge normalement un écran infranchissable. Et c'est en fonction de la loi seule qu'il apprécie la légalité de l'acte litigieux. Or, l'examen de la jurisprudence administrative établie depuis 2013 nous montre que le juge administratif a interprété la norme constitutionnelle en vue d'examiner la constitutionnalité des lois, procédant ainsi au contrôle de la constitutionnalité de la loi par voie d'exception. Mais l'interprétation que le juge administratif donne à la Constitution est-elle autorisée? Est-elle légitime? Emprunte-t-elle les mêmes méthodes utilisées par le juge constitutionnel? Si, avant 2013, le tribunal administratif a décliné sa compétence, notamment dans les affaires de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui date du 21 mai 1996, et l'affaire Saner Arieni en 2002, et s'est déclaré incompétent pour vérifier la compatibilité de la loi à la Constitution, il a décidé, depuis 2013, de convoiter l'examen de la constitutionnalité des lois, suite à une interprétation utile et intéressée de l'article 148 de la Constitution du 27 janvier 2014, ce qui lui a permis de légitimer sa compétence en la matière. D'un autre côté, nous avons pu constater qu'en procédant à l'interprétation de la Constitution, le juge administratif est loin de maîtriser les techniques et les méthodes de la constitutionnalité retenues par les juridictions constitutionnelles, d'où précisément l'intérêt d'apprécier la manière dont le juge administratif interprète le texte constitutionnel lorsque la loi s'interpose entre la Constitution et l'acte administratif. Au demeurant, il est possible de rendre compte de la jurisprudence administrative en matière d'interprétation de la Constitution en fonction de deux idées. La première, c'est que l'interprétation que fait le juge administratif de la Constitution en présence de la loi semble être une interprétation intéressée. D'une part, ce qui fera l'objet de notre première partie, en ce sens que le juge administratif tire profit de l'interprétation de la Constitution pour légitimer sa compétence en tant que juge de la constitutionnalité. Par ailleurs, et compte tenu de la méconnaissance par le TA des méthodes d'interprétation du juge constitutionnel, l'interprétation qu'il fait de la Constitution est une interprétation rigoriste, car elle a un caractère maximaliste, faisant prévaloir la lettre sur l'esprit de la Constitution. Donc, je commencerai d'abord par l'interprétation intéressée. L'interprétation intéressée n'est pas une interprétation arbitraire ou fantaisiste, tant s'en faut. Notre propos consiste à démontrer que l'interprétation de la norme constitutionnelle va sous-tendre la compétence du juge administratif, en ce sens qu'il va tirer profit de l'interprétation de la Constitution pour élargir son office et se reconnaître compétent en tant que juge de la conventionnalité dans un premier temps, puis en tant que juge de la constitutionnalité dans un second temps. D'abord, le juge administratif se reconnaît juge de la conventionnalité. Quand bien même l'article 32, et là on va remonter un peu à la Constitution de 59, l'article 32 de la Constitution de 59 disposait que les traités ratifiés par le président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois. L'UTA s'est montré réticent quant à l'examen de la compatibilité des traités internationaux à la loi, malgré l'existence de cet article. Cette réticence trouvait son fondement dans l'article 5 de la loi relative au TEA, qui n'évoque pas les conventions internationales dont le bloc de la légalité. Cette omission n'étant pas fortuite, car autoriser le juge administratif à contrôler la conventionnalité des lois
va le conduire, in fine, à contrôler la constitutionnalité des lois, d'où cette interdiction. Cette position rappelle également la position de la jurisprudence française et notamment la décision du Conseil d'État, le syndicat général des fabricants de semoule en France qui date de 1968. Mais voilà que le juge administratif manifeste un intérêt grandissant pour le contrôle de la conventionnalité des lois, et ce en procédant à une interprétation volontariste et utile de l'article 32 de la Constitution de 59. En effet, par la fameuse décision de la Ligue tunisienne des droits de l'homme contre le ministre de l'Intérieur, le juge rendu le 21 mai 1996, que le juge administratif a consacré la primauté des conventions internationales sur les lois, en affirmant, je cite, qu'il revient au juge d'assurer le respect de la suprématie des traités sur les lois en vertu de l'article 32 de la Constitution. Le juge administratif se réfère ainsi à une norme constitutionnelle, en l'occurrence l'article 32, pour s'assurer qu'une loi ne viole pas le traité et partant ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles qui consacrent la primauté du traité. C'est ce qu'a déclaré également le Conseil d'État dans son arrêt également très connu, Nicolo, le 20 octobre 1989. Bien que cette décision ait permis aux juges administratifs d'intégrer les conventions internationales dans le bloc de la légalité, tout en garantissant leur suprématie par rapport aux lois, le juge administratif, il n'en demeure pas moins que la juridiction administrative s'est abstenue de contrôler la compatibilité des nouvelles dispositions qui ont été contestées par les requérants, à savoir la loi de 92 relative aux associations qui a modifié la loi de 59 à l'époque, à l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, il n'y a pas eu de contrôle de la compatibilité de la loi de 92 par rapport à l'article 22 du pacte. Mais plus tard, et c'est dans la décision de la mutuelle assurance de l'enseignement rendue le 22 mars 2004, puis d'une manière beaucoup plus explicite dans l'affaire Medeni, rendue le 24 juin 2005, que le juge administratif a procédé au contrôle effectif de la conventionnalité de la loi en affirmant, je cite, qu'il appartient au juge administratif, en application de l'article 32 de la Constitution, de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité international, même lorsque la loi est postérieure au traité. Et, si besoin, de faire prévaloir la norme internationale sur la norme interne. Ainsi, l'interprétation de l'article 32 de la Constitution a permis au juge d'exercer la même compétence que celle du juge constitutionnel, étant donné qu'à l'époque, seul le juge constitutionnel, notamment français, exerçait ce contrôle. Et même plus tard, le juge constitutionnel tunisien a procédé également au contrôle de la conventionnalité des lois. Une interprétation intéressée de l'article 148 de la Constitution pour se déclarer juge de la constitutionnalité. Sans mesurer à quel point la voie du contrôle de la constitutionnalité des lois est semée d'embûches, le juge administratif a manifesté depuis 2013 un engouement effréné pour ce type de contrôle. Cette attitude nous semble étrange. La juridiction administrative, alors que la juridiction administrative s'est gardée de s'adonner au contrôle de la constitutionnalité des lois du temps où il ne lui était pas interdit de le faire, aussi bien lorsque le paysage juridique était dépourvu de toute institution chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, que lorsque le paysage s'est doté d'un conseil constitutionnel dont les avis étaient confidentiels et consultatifs. Le refus du juge administratif donc d'examiner la constitutionnalité des lois, trouvait son explication dans la théorie de la loi écran, qui découle du principe de la séparation des pouvoirs et de la séparation des compétences juridictionnelles. En effet, selon une partie de la doctrine, dont notamment René Chaput, Raymond Audin, Bruno Genevoix, le pouvoir juridictionnel ne peut intervenir dans l'œuvre du pouvoir législatif. Carré de Malbert explique que admettre aux tribunaux à refuser l'application de la loi comme inconstitutionnelle, ce serait en définitive les habiliter à faire prévaloir leur propre façon de voir sur celle de l'organe législatif. Fin de la citation. Ce qui place le législateur en situation de subordination par rapport au juge ordinaire. D'autre part, la légitimité du contrôle de la constitutionnalité était reconnue seulement au juge constitutionnel qui dispose, comme je l'ai dit, de la légitimité pour exercer un tel contrôle.
Le maintien de l'écran législatif est d'autant plus justifié que lorsqu'on autorise le juge ordinaire à interpréter la Constitution en présence de la loi et donc à contrôler la constitutionnalité des lois, va porter atteinte à la sécurité juridique et l'ordre normatif va se trouver bouleversé à cause de l'interprétation polymorphe, c'est-à-dire que chaque juge va donner une interprétation. Une telle interprétation implique donc l'imprévisibilité de la loi et l'inégalité des justiciables. La première fois où la juridiction administrative s'est déclarée compétente en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois remonte, en 2013, à un litige qui a opposé une candidate au Conseil de l'ISI, dont la candidature a été rejetée par la commission spécialisée qui est au sein de l'ANC chargée de l'examen des candidatures, donc un litige entre Sonia Ben Armor, la candidate, et la commission. La requérante a prétendu qu'en appliquant la loi organique de 2013 ayant modifié la loi de l'ISI de 2012, la commission chargée de l'examen des candidatures a violé aussi bien le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Constitution. La réponse du TEA à cette allégation était on ne peut plus directe et explicite. Le juge administratif décide, dans l'arrêt Ben Armor, rendu par l'Assemblée plénière le 7 novembre 2013, de s'accorder le droit d'écarter l'application de la loi lorsqu'elle est entachée d'inconstitutionnalité. Mais finalement, l'annulation de la décision administrative s'est basée sur un autre motif et non pas sur l'inconstitutionnalité de la loi. L'argument présenté à l'appui de cette position était l'absence d'une instance chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, ce qui laisserait comprendre que le juge administratif profite du vide institutionnel pour occuper le terrain de la constitutionnalité ou du contrôle de la constitutionnalité. Or, voilà que la Constitution du 27 janvier est adoptée, annonçant la création d'une Cour constitutionnelle et d'une instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, dont l'attente de la mise en place de la Cour constitutionnelle. Et interdisant dans son article 148 aux tribunaux ordinaires, aux tribunaux, de contrôler la constitutionnalité des lois. Quelque temps après, a été adoptée la loi du 18 avril, loi organique du 18 avril 2014 relative à l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. La doctrine a donc pu déduire que tout portait à croire que l'arrêt Sonia Ben Armor du 7 novembre 2013 n'était qu'une aventure passagère du juge administratif et qu'il va s'arrêter, donc il ne va plus contrôler la constitutionnalité des lois. Mais c'est une interprétation intéressée de l'article 148 cette fois-ci qui va transformer le juge administratif d'un juge de la légalité en un juge de la constitutionnalité. Dans l'arrêt Adel El-Elmi, rendu en matière électorale le 10 octobre 2014, le TEA n'a pas manqué de préciser qu'il n'est que partiellement concerné par l'interdiction prévue par l'article 148 de la Constitution. Selon lui, cette interdiction prévue par cet article s'applique seulement aux dispositions qui ont été déjà soumises au contrôle de la constitutionnalité. C'est-à-dire toutes les dispositions qui n'ont pas été soumises au contrôle donc de la constitutionnalité vont être contrôlées par le juge administratif. À une autre occasion, dans l'affaire Newtek contre la CNSS, le 31 mai 2016, la troisième chambre de cassation du TEA n'a pas manqué d'enfoncer le clou et de soutenir, d'une part, que tant que la Cour constitutionnelle n'a pas été mise en place, l'exception d'inconstitutionnalité et l'interprétation de la Constitution par rapport à la loi est recevable devant le TEA. Elle ajoute par ailleurs que cette compétence lui est imposée par les articles 49 et 102 de la Constitution, qui exigent que les instances juridictionnelles garantissent les droits et les libertés et veillent à la suprématie de la Constitution. L'interprétation de l'article 148 profite donc au juge administratif et le conforte dans son rôle d'occupant du terrain de la constitutionnalité. Encore une décision, le juge saisi d'un recours contre une ordonnance rendue en référé par une présidente de la chambre d'appel, une chambre de cassation a procédé d'office à l'examen de la constitutionnalité de l'article 85 de la loi relative au TEA, selon laquelle les ordonnances des présidents des chambres d'appel sont insusceptibles d'appel. Le juge administratif a conclu que cette disposition est contraire à l'article 108 de la Constitution, prévoyant que la loi garantit le double degré de juridiction.
et doit par conséquent écarter l'application de l'article 87 dans l'affaire pendante devant lui. Profitant de l'absence d'une cour constitutionnelle, le juge administratif procède à une interprétation volontariste pour donc satisfaire son désir de se reconnaître juge de la constitutionnalité. Nous estimons que cette interprétation est plus qu'audacieuse. Elle est téméraire, car le juge administratif est loin de maîtriser les techniques de la constitutionnalité. Son interprétation de la norme constitutionnelle s'est faite d'une manière rigoriste. Donc, je passe à la deuxième partie, une interprétation rigoriste. L'examen de tous ces arrêts rendus en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois nous permet de retenir que la juridiction administrative ne maîtrise pas vraiment les techniques et les méthodes d'interprétation du juge constitutionnel. Cela s'est traduit concrètement par d'abord une interprétation maximaliste de l'article 108 de la Constitution et par une interprétation impérialiste à laquelle elle a fait recours en évinçant l'article 120 de la Constitution et de l'article 54 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Une interprétation maximaliste. Dans l'affaire Gerbi, que j'ai citée tout à l'heure, rendue en 2017, la Chambre de cassation du OTEA a procédé d'office à l'examen de la constitutionnalité de l'article 85 de la loi relative au OTEA, selon lequel les ordonnances des présidents des chambres d'appel sont insusceptibles de recours en appel. Elle a considéré que depuis l'entrée en vigueur, donc la Chambre de cassation a considéré que depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 2014, les dispositions de l'article 85 de la loi de 72 sont devenues incompatibles avec l'article 108 de la Constitution, qui dispose que la loi garantit le double degré de juridiction. Étant donné que cet article interdit le recours en appel, donc il est contraire à l'article 108. Il ajoute que dès lors que le principe constitutionnel du double degré de juridiction est l'un des droits fondamentaux garantis aussi bien par la Constitution tunisienne que par les standards internationaux, imposant le respect du procès équitable, le juge se doit de le mettre en œuvre. De cette position, on déduit que le juge administratif fait de l'article 108 de la Constitution une lecture maximaliste, en considérant qu'il s'agit d'une règle absolue. Or, en droit constitutionnel, aucune disposition ne peut être considérée comme ayant une signification absolue. Tout principe souffre des exceptions. Le contrôle de la constitutionnalité se ramène souvent à une conciliation entre des droits ou des principes concurrents. À ce sujet, le Conseil constitutionnel français et également le Conseil constitutionnel tunisien ont soutenu qu'en cas de concurrence des droits constitutionnellement protégés, il est loisible au législateur de limiter certains d'entre eux selon un équilibre soumis à son propre appréciation. Fin de la citation. Si une partie de la doctrine ne cesse de vénérer cet arrêt, en considérant qu'il s'est conformé aux dispositions constitutionnelles en tant que garant des droits et des libertés fondamentaux, nous adhérons à une autre position qui estime que le tribunal administratif a opté pour une démarche on ne peut plus simpliste. Il s'est limité à confronter superficiellement la règle législative à la règle constitutionnelle pour conclure hâtivement à l'existence d'une inconstitutionnalité. Le juge administratif aurait dû se demander si, au regard de la règle de double degré de juridiction, le législateur n'a pas prévu à l'article 85 de la loi relative au OTEA une exception qui peut être constitutionnellement justifiée. En 2016, le juge administratif dans l'affaire Newtek soulève d'office l'exception d'inconstitutionnalité et dit qu'elle est d'ordre public et qu'il lui est imposé de la soulever. Alors que l'article 120 de la Constitution prévoit que seules les parties soulèvent l'exception d'inconstitutionnalité. Le juge administratif procède ainsi à une interprétation impérialiste de la Constitution. Donc, en déclarant le 31 mai 2016 dans l'affaire Newtek que tant que la Cour constitutionnelle n'a pas été mise en place, l'exception d'inconstitutionnalité est recevable devant le juge administratif et que cette exception est d'ordre public. Le juge de la cassation a montré qu'il est non seulement un fervent du contrôle de la constitutionnalité des lois, mais que son contrôle se fonde sur une interprétation impérialiste, c'est-à-dire une interprétation qui consiste à dominer totalement le terrain de la constitutionnalité et ce, en évinçant des règles
législative ou constitutionnelle afin de réaliser ou de satisfaire son objectif. En effet, la Chambre de cassation a décidé d'évincer les dispositions de l'article 54 de la loi organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, qui dispose que les parties dans les affaires pendantes au fond devant les tribunaux peuvent soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la loi applicable au litige. Ceci étant, le juge administratif ne peut pas invoquer l'exception d'inconstitutionnalité comme moyen d'ordre public. Cette interdiction est d'autant plus justifiée qu'elle est basée sur l'article 120 de la Constitution, selon lequel la Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité, suit une liste, des lois que lui renvoient les tribunaux suite à une exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'une des parties, dans les cas et selon les procédures prévues par la loi. Or, cette interprétation extensive, allant jusqu'à contredire les dispositions de la Constitution, n'a pas été suivie par une chambre de première instance du TA qui, à l'occasion d'un recours contre le décret-loi 2011-13 relatif à la confiscation des biens et avoirs du président déchu, a considéré que l'exception d'inconstitutionnalité du décret-loi qui a été présenté donc par les requérants, du décret-loi qualifié de texte législatif est irrecevable, car tant que la Cour constitutionnelle n'a pas été mise en place, ni l'article 120 de la Constitution, ni l'article 54 de la Cour relative à la Cour constitutionnelle ne peuvent être mis en œuvre. Mais ces déclarations d'inconstitutionnalité s'appliqueront-elles à tous, comme ce qui est prévu à l'article 60 de la loi relative à la Cour constitutionnelle? Est-ce que les décisions ou ces inconstitutionnalités déclarées par le juge administratif vont avoir la même force donc, par rapport aux décisions d'une Cour constitutionnelle? Son interprétation de la Constitution sera-t-elle considérée comme une interprétation authentique en l'absence d'une Cour constitutionnelle et d'une instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois? Au vu de ce qui précède, il y a lieu de croire que le juge administratif va continuer à se déclarer juge de la constitutionnalité tant que la Cour constitutionnelle n'a pas été mise en place et surtout après la suppression de l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois. Concrètement, pour éviter le risque de méconnaître le principe d'égalité devant la justice prévu par l'article 108 de la Constitution et le reproche d'agir à chaque fois à la tête du client, on doit s'attendre de la part du tribunal administratif à un examen systématique de la constitutionnalité de tous les textes à caractère législatif produits devant lui. Mais aura-t-il l'audace de recevoir l'exception d'inconstitutionnalité des décrets-lois législatifs pris par le chef de l'État sur la base d'un texte juridique très contesté, en l'occurrence le décret 2021-117. Espérons que l'interprétation volontariste et intéressée à laquelle a procédé le juge administratif depuis 2013 pour se déclarer compétent en matière de l'interprétation de la Constitution en présence de la loi ne sera pas une interprétation de circonstance ou encore une aventure passagère, hasardeuse, alors que nous avons plus que jamais besoin de ce contrôle pour préserver les droits et les libertés, la hiérarchie des normes et la suprématie de la Constitution, ou au moins de ce qui reste de la Constitution. Je vous remercie pour votre attention.